Le réchauffement climatique est l'une des préoccupations majeures de notre siècle. On en a parlé lors d'un symposium organisé il y a quelques jours à l'Institut royal des sciences naturelles. Des scientifiques étaient réunis, dont Frank Patein, professeur et chercheur en glaciologie. Bonjour. 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 Alors, vous en faisiez partie. Merci d'avoir accepté évidemment notre invitation. Vous avez participé à une mission il y a quelques mois qui consistait entre autres à extraire des carottes glaciaires en Antarctique. Alors, avant qu'on développe tout ça, je vous propose de réécouter un reportage. Et puis ensuite, évidemment, on ira plus loin dans le sujet en votre compagnie. Au cœur de l'immensité de glace, des chercheurs belges. Sur leur motoneige en décembre dernier, ils se dirigent vers le nord de l'Antarctique pour y collecter des carottes de neige entre 8 et 11 mètres de profondeur. Des échantillons comme ceux conservés dans ce laboratoire de l'ULB. Alors ça, c'est typiquement un échantillon qui ressemble à ce qu'on a été foré cette année sur le terrain. Et donc, en fait, c'est de la neige compactée. C'est peu profond, mais c'est donc de la neige qui a été compactée par les couches supérieures. Et donc, ça a déjà une certaine consistance. Car l'objectif de cette mission de 6 semaines est de mesurer la masse de la calotte glaciaire et sa variabilité au fil du temps face au changement climatique. Avec un réchauffement climatique, on expecte qu'il y a donc plus d'accumulation de neige, parce que l'atmosphère peut contenir plus d'humidité, mais d'un autre côté, aussi plus de fonte. Et outre les carottes, ce sont aussi des images par radar qui sont récoltées, avec des machines tractées aux véhicules lors des déplacements. Des données déjà analysées dans les laboratoires. Et là, tu as donc une érosion. Tu dois avoir de l'érosion ici. Ça nous permet de voir ce qui se passe en dessous de la surface. Et donc ensuite, ça nous permet en fait d'étendre les données de la carotte qui sont à un point très précis sur de longues distances. Une mission financée par Belspo, la politique scientifique fédérale, et menée par l'ULB et l'UC Louvain avec l'université de Delft. Logée d'abord à la station polaire Princesse Elisabeth, le camp de base de l'expédition, le but des scientifiques était d'ensuite remonter vers la côte où mener les recherches dans des conditions plus spartiates. Alors là, on vit un peu en autonomie. On dort en tente, dans des tentes qui sont adaptées aux régions polaires, avec des sacs de couchage adaptés au froid, qui sont plutôt faits pour du moins 18 degrés. Donc on a du matériel adapté. Et sinon, on vit dans des containers aménagés. Des espaces comme celui-ci, avec une petite cuisine. Santé! Santé! Une salle de bain et une salle à manger où se réchauffer. Car aux moins 10 degrés, se sont rajoutées des tempêtes de neige, enlevant toute visibilité et enfouissant les tentes. Contactée sur place, l'une des glaciologues s'étonnait déjà de cet environnement si particulier. Très décontenançant les premiers jours parce qu'on en entend beaucoup parler, mais de vraiment voir l'immensité blanche à des kilomètres, des centaines de kilomètres par exemple. Et désormais de retour d'Antarctique, nos chercheurs doivent maintenant analyser les données récoltées et tenter, qui sait, de percer les mystères de la glace du continent blanc. Percer les mystères. On va en parler avec vous, Frank Patein. Nous regardions ensemble ce reportage, nous l'écoutions aussi si vous êtes avec nous en radio sur le DAB. C'était un reportage de Arnaud Bruckner. Vous étiez à la fois amusé et à la fois vous me disiez on a dégusté. Alors c'est vrai qu'on est au bout du monde là. Oui, en étant en Antarctique, on est loin de tout. Donc déjà il faut y arriver, donc ça prend un certain temps. Et puis oui, là on était à 160 km de la station Princesse Elisabeth, donc on était en autarcie avec 6 personnes en vivant dans des tentes et des conteneurs, mais avec suffisamment de luxe comme le reportage a montré. Oui, cuisine, douche, tout était présent. Mais oui, c'est clair qu'on est loin de tout. Et aussi avec des communications qui sont parfois difficiles. Frank Patein, vous êtes glaciologue, chercheur donc pour l'ULB. On le disait, vous êtes loin de tout, mais vous étiez là dans un but précis, donc extraire ces carottes, surtout parce qu'à cet endroit-là aussi, il y a le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique en Antarctique se prononce de différentes façons. Tout d'abord, notre intérêt dans cette région-là, c'est de voir si le fait que le réchauffement augmente aussi la quantité de neige qui tombe. Parce que normalement, une atmosphère qui se réchauffe contient plus d'humidité et donc
on peut avoir plus d'accumulation de neige. Mais d'un autre côté, il y a des endroits en Antarctique, et même aussi relativement proches de là où on était, où il y a des pertes de glace. Et actuellement, on a plus de pertes de glace que des gains de glace. Et ça compte pour l'Antarctique, ça compte pour le Groenland, ça compte pour tous les glaciers qu'on voit au monde, parce que là, une étude récente sur cet été 2022 a montré qu'en Suisse, les glaciers, ils ont perdu 6% de leur volume total. C'est énorme. C'est la première quelque fois chose. que c'est Oui, aussi. malgré qu'on a eu des étés très chauds en 2003, ceci dépasse largement la fonte qu'on a connue précédemment. Alors, quand vous analysez ces carottes, qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur? Parce qu'on va profondément, hein, comme on l'entendait dans ce reportage. Qu'est-ce que vous pouvez analyser? Il y a différents types de carottage. Ici, c'était des carottages relativement peu profonds, mais qui permettent de déterminer les différentes couches de neige année par année, et donc de déterminer combien de neige y tombe. Et on analyse aussi d'autres choses là-dedans, hein, comme des gaz, donc composition de l'atmosphère. Et avec ces compositions de l'atmosphère, on peut remonter avec des carottages plus profonds. Et actuellement, on collabore aussi dans un carottage qui se fait au centre de l'Antarctique, près de Dome Concordia, la station franco-italienne, où là, on veut remonter dans le temps pour connaître le climat jusqu'à plus qu'1 million d'années. Ouf. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un endroit, on peut remonter jusqu'à 800 000 ans, mais au-delà de 800 000 ans, c'est où il y a aussi eu des autres cycles climatiques dans le passé, et comprendre le pourquoi et aussi associer quel était le CO2 là-dedans pourrait éventuellement nous aider à mieux comprendre le climat du futur. Et donc ça veut dire aussi qu'on pourrait, grâce à ça, déterminer en fait quelle est la part de responsabilité des activités humaines sur les dérèglements climatiques qu'on a aujourd'hui? Oui, c'est clair. Je l'utilise parfois en classe. Quand on regarde les variations de CO2 dans le passé, la différence entre une période qui était chaude et une période qui était froide était environ 100 ppm. Donc 100 particules ou 0,01% de CO2. C'est la même différence entre l'année quand je suis né et aujourd'hui. Ah oui. Oui, donc on n'est pas du tout dans le même rythme. On n'est pas du tout dans le même rythme, et les gens, ils se rendent pas tellement compte que oui, le climat a toujours changé, mais c'est la rapidité avec laquelle le climat est en train de changer. Et ça, c'est complètement différent de tous les changements climatiques qu'on a connus jusqu'à maintenant. Alors, faut-il le rappeler, la fonte des glaces que vous évoquiez, elle a forcément des conséquences aussi sur le niveau des mers, puisque ça vient jusque chez nous. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une influence sur la biodiversité, y compris là-bas. Et ça, c'est plutôt négatif. Oui, la biodiversité, c'est une des perturbations les plus importantes, même avec un faible réchauffement. C'est aussi dû à la présence de l'homme, c'est aussi dû à nos activités, pas seulement des changements climatiques, mais les changements climatiques, ils rendent les choses plus mauvaises, quoi. Mais il y a notamment en Arctique, qui a une situation complètement différente que le reste du monde. On dit toujours que le climat s'est déjà réchauffé plus qu'1 degré. Eh bien, l'Arctique, c'est 4 fois plus que la moyenne terrestre. Ah oui. Donc, et là, c'est au nord, l'Arctique. L'Arctique, c'est au nord, et ça, c'est donc surtout cet océan arctique qui est couvert de glace de mer, qui diminue année par année en été, et donc qui fait qu'il y a plus d'énergie qui est absorbée, et donc avec un changement des écosystèmes aussi, et un impact assez énorme sur la biodiversité. Et vous parliez de la présence de l'homme, elle est plus palpable aujourd'hui aussi sur les pôles? Présence des hommes sur les pôles, non. Là, on n'a pas un effet direct de présence. Mais évidemment, on voit notre empreinte là-bas grâce à des variations de température, grâce à ces observations de fonte qu'on fait. Est-ce que le tableau qu'on peut décrire là-bas à travers ces carottes prélevées dans les pôles, que ce soit d'un côté ou de l'autre côté, c'est le même
en fait, c'est une sorte de miroir de ce qu'on vit dans la planète entière? Je crois que c'est même plus qu'un miroir, parce que c'est quelque chose qui montre vers où on peut aller ici chez nous. Les changements, et surtout dans la région du pôle Nord, donc dans l'Arctique, sont assez dramatiques. Donc, on ne parle pas d'une hausse de 1 degré, on parle d'une hausse de 4 degrés, des érosions des côtes, des tempêtes qui peuvent s'abattre maintenant là où ils étaient atténués par la présence de la glace sur l'eau, qui tamponne un peu tout. Et donc aussi des villages entiers qui doivent être déplacés ou qui sont complètement dévastés par ces tempêtes. Donc une érosion côtière qui est énorme, qui est très vaste, qui est même pas comparable avec ce qu'on vit maintenant avec une tempête tropicale qui s'abat aujourd'hui sur la Floride. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous avez une grosse responsabilité en tant que chercheur après cette mission d'avoir été sur place et d'avoir ramené des preuves et de pouvoir rechercher dans le passé? Comment est-ce que vous allez anticiper, appréhender les années à venir grâce à vos recherches parce qu'on met beaucoup d'espoir en vous, j'ai l'impression. Je ne crois pas que l'espoir doit venir de moi. Moi, j'observe. Et je suis aussi un observateur privilégié parce que j'ai accès à tous ces endroits-là. Mais ce que je vois là, ça ne m'enchante pas tout à fait. Ce qui se passe au pôle ne reste pas au pôle. Ça, malgré le fait qu'ils sont très loin, notamment la hausse du niveau marin, par exemple, c'est ce qu'on prévoit. L'accélération de cette hausse, c'est essentiellement dû à la fonte de ces calottes glaciaires qui se trouvent dans ces régions polaires. Parce que les glaciers en soi, malgré le fait qu'ils sont dans un mauvais état, ils ne vont plus contribuer énormément parce qu'ils ont un faible volume. Mais la quantité des glaces qui est présente sur l'Antarctique, ça représente potentiellement une hausse de niveau marin de plus que 50 mètres. Évidemment, ça ne va pas se faire parce qu'il faut éliminer toute la calotte glaciaire, mais déjà une hausse d'1 mètre ou de quelques mètres pose un très grand nombre de problèmes, car la majorité de la population habite dans des régions qui se trouvent fort proches des côtes, quoi. On comprend bien l'intérêt de cette recherche. Merci beaucoup, Franck Patagne, d'être venu. Je rappelle que vous êtes chercheur et glaciologue pour l'ULB. Merci beaucoup. Merci beaucoup.